Bon week-end à tous mesdames, messieurs, merci de suivre cette édition rétrospective. Nouvelle nomination sur ordonnance présidentielle, le président de la République Joseph Kabila Kabange a nommé à la Cour constitutionnelle, à la Banque centrale du Congo et en diplomatie. Norbert Nkulu-Kilombo, Jean Ubulu Mpungu et François Bokona-Wimpa sont nommés membres de la Cour constitutionnelle. Cependant, à la Banque centrale du Congo, Deokrasias Monaniembo et Jules Bondombe Assongo ont été reconduits au poste de gouverneur et vice-gouverneur de la plus haute institution financière du pays. Didier Kazadi Niembwe et Fidel Kaseka Sambasi sont nommés respectivement ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la RDC en Angola et en Italie. Et puis en marge de la célébration du 17 mai, plusieurs activités ont été organisées sur toute l'étendue de la République. À Kinshasa, l'on a assisté au dépôt des gerbes de fleurs au mémorial du soldat congolais et s'en est suivi de la marche des FARDC. Enfin, plus de 4000 doses du vaccin RV-SV-Zebov sont arrivées depuis mercredi 16 mai 2018 à Kinshasa pour être acheminées dans la province d'Équateur afin d'être administrées sur des personnes atteintes par la fièvre hémorragique d'Ebola dans les territoires d'Iboko et des Bikoro. Par ailleurs, le Comité national d'éthique de la santé conteste l'expérimentation de ce vaccin dans la mesure où il n'a pas été attesté par le dit comité. Nouvelle nomination sur ordonnance présidentielle, le président de la République Joseph Kabila Kabange a nommé à la Cour constitutionnelle, à la Banque centrale du Congo et en diplomatie. La Cour constitutionnelle affiche désormais complet avec l'entrée de Norbert Nkulu-Kilombo, Jean Ubulu Mpungu et François Bokona-Wimpa nommés membres de la Cour en remplacement de Kalonda Kele-Oma, décédé en avril 2018, Jean-Louis Essambo et Bania Koulouapé qui ont démissionné un jour après le décès de leurs collègues pour de raisons personnelles. Les trois nouveaux juges viennent ainsi combler les vides créés par les trois sièges sans membres au sein de la Haute Cour à raison d'un délégué de la présidence de la République, un délégué de la magistrature suprême et un autre du Parlement. Cependant, à la Banque centrale du Congo, Deokrasias Mutombo Monaniembo et Bondombe Assongo Jules ont été reconduits en qualité de gouverneur et vice-gouverneur de la plus haute institution financière du pays. En diplomatie, Kazadi Niembwe Didier et Kakesa Sambasi Fidèles ont été nommés respectivement ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la RDC en Angola et en Italie. L'ordonnance numéro 18/041, quant à elle, porte approbation de l'accord de convention de dette entre le Royaume d'Espagne, la RDC et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Poursuite des recadrages de maître Jean-Cyrus Mirindi à son collègue juriste Moululu Masegabio sur la possibilité pour Joseph Kabila Kabange, actuel chef d'État, de briguer un troisième mandat. Outre les débats sur l'article 70 que Mirindi a déjà levé, il revient en charge des affirmations de Masegabio selon lesquelles la Constitution est l'unique condition sine qua non de la remise à zéro du compteur constitutionnel. Archifaux en droit constitutionnel moderne positif congolais, rétorque Mirindi. D'après lui, il s'agit d'une affirmation qui dénote d'un mépris total à la conscience et d'une absence de rigueur, d'autant plus que les constituants lui-même, hyper intelligent et prévoyant, a envisagé dans son esprit et dans son écriture constitutionnelle cette possibilité de remise à zéro du compteur à l'exclusion d'une nouvelle constitution. Ce, en cas de perturbation substantielle du fonctionnement de l'architecture constitutionnelle, toute proportion bien gardée selon la zone constitutionnelle affectée et infectée et par d'autres moyens et techniques plus subtils, plus malins, plus dangereux, mais aussi qui sont des véritables virus constitutionnels, des fraudes sophistiquées qui vident la quintessence et la substance d'une option. En d'autres termes, poursuit Jean-Cyrus Mirindi, par argument à contrario, si les constituants originaires avaient estimé que toute violation de la Constitution sous forme de la révision n'avait pas d'incidence quant au compteur, il aurait exonéré cette loi constitutionnelle de cette faculté de se voir contrôlée par la voie d'action ou par action-exception selon les articles 161 et 162 de cette même Constitution. La prise de liberté à la volonté du pouvoir constituant originaire ne peut s'opérer sans conséquence, sans incidence. Donc, toute violation, toute fraude, toute tricherie constitutionnelle a une incidence. Les constats implacables et sans appel.
17 mai 1997, 17 mai 2018, cela fait 21 ans, jour pour jour, que les Congolais se souviennent de l'entrée triomphante dans la capitale congolaise de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL. 21 ans après, les Congolais commémorent encore cette journée dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Une façon non seulement d'honorer la bravoure de FARDC, mais aussi de saluer la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur. À Kinshasa, une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs a été organisée sur la place du soldat congolais située au rond-point Forescom à Kinshasa-Gombe. Plusieurs autorités politiques et militaires y ont déposé leurs gerbes de fleurs, notamment Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale qui représentait les chefs de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange. D'autres personnalités de la République telles que le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Henri Movasakani, le ministre de la Défense nationale, réinsertion et ancien combattant, Crispin Atamatabe, et les officiers généraux et supérieurs de haut rang y ont pris part. À la même occasion, une marche a été organisée par les FARDC avec à sa tête le général Didier Etumba et comme point de chute le camp Kokolo où de vivres et autres nourritures cadeaux du chef de l'État ont été distribués aux militaires, question de rendre plus agréable cette commémoration. Le chef d'État-major Didier Etumba a profité de cette occasion pour rappeler à ses compagnons leur serment qui est celui de ne jamais trahir la République. À la paroisse CK20 francophone de Bunia dans la province de l'Ituri, une messe d'action de grâce en mémoire des vaillants soldats du 17 mai 1997 a été célébrée. Se référant au livre de Josué au chapitre 1er dans les versets 8, l'officiant du jour compare la lutte de Mzee Kabila à celle de Moïse. Selon cet officiant, la lutte de Mzee Laurent Désiré Kabila devra se poursuivre jusqu'à l'atteinte du bien-être de Congolais. Le gouverneur de l'Ituri, Jefferson Abdallah Penimbaka, le conseiller principal du chef de l'État au collège politique et autres officiels civils et militaires ont pris part à cette messe. Invité à prendre la parole, Abdallah Penimbaka a notamment salué la bravoure de forces de défense et de sécurité en cette journée leur dédiée également. Une date dont la symbolique reste entière, comme l'a fait savoir ici le conseiller principal du chef de l'État. Mzee Laurent Désiré Kabila, comme nous l'avons entendu par le prédicateur, est un homme qui avait la vision déterminée pour la libération totale, la souveraineté et pour le développement de ce pays. Nous avons entendu que Josué a pris les règnes du pouvoir aujourd'hui. Comme Mzee Laurent Désiré Kabila, nous avons le président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans la même lignée, dans la même détermination. Il est là, combat tous les jours pour la libération totale et la souveraineté de ce pays et son développement. Le souvenir du 17 mai 1997 reste encore frais dans la mémoire collective. 17 mai 1997, 17 mai 2018, 21 années se sont écoulées depuis l'avènement d'un nouvel ordre politique en RDC après le renversement du régime dictatorial qui régnait dans ces pays depuis 32 ans. À l'occasion de cet heureux anniversaire, les kabylistes se sont retrouvés le jeudi 17 mai 2018 à Kinshasa dans le cadre d'une conférence débat pour évoquer et célébrer la mémoire de celui que le Congolais appelait affectueusement Mzee. Un moment également indiqué pour se rappeler les acquis de la libération et proposer de perspectives par rapport à l'enjeu du développement du pays. À la manœuvre, 3 apôtres du kabylisme et non des moindres. D'abord, Justin Omolela, compagnon du soldat du peuple, Jean-Pierre Kambila, actuel directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, et révolutionnaire parmi les révolutionnaires de la première heure, et Léonard Shoro-Kitundu, l'un des diplomates de Mzee Kabila du temps de la lutte pour la libération. Tour à tour, ces 3 orateurs ont évoqué les acquis de la révolution du 17 mai 1997 avec pour objectif à la fois de valoriser non seulement cette date importante de l'histoire politique du Congo, mais aussi la personne de Mzee Laurent Désiré Kabila qui l'incarne à travers ses idées forces qui constituent aujourd'hui une véritable idéologie.
Ces idées forces de musée, comme l'a résumé son compagnon Omolela, s'y résument à l'auto-prise en charge par le travail, au patriotisme à travers le célèbre héritage « Ne jamais trahir le Congo », la paix et la démocratie et enfin le bien-être social. Celui-ci s'étant traduit de son vivant par plusieurs œuvres telles que les services nationaux, les PNPS, les cantines publiques ainsi que les réserves stratégiques nationales. Quant à Jean-Pierre Kambila, il a planché sur l'enjeu de la souveraineté nationale à la lumière de la révolution du 17 mai. Celle-ci, a-t-il commencé par rappeler, visait 3 objectifs, à savoir mettre fin à la dictature, démocratiser et reconstruire le pays et en un mot, asseoir la souveraineté du pays. Ces 3 objectifs qui ont été atteints et continuent d'être développés sous la houlette de Joseph Kabila demeurent encore d'actualité, a prévenu l'orateur qui a attiré l'attention sur la pertinence des convoitises des prédateurs impérialistes qui menacent encore la RDC dans son existence, sa liberté et sa souveraineté. Et de conclure, il est donc légitime de résister à ce complot et ne jamais se rendre. Et pour y parvenir, a encore expliqué le DIRCAP du chef de l'État, le Congolais doivent réaliser une véritable prise de conscience qui doit se transformer en une volonté politique clairement exprimée. Dernier orateur du jour, Léonard Sékou-Kitundu a révisité la bataille diplomatique qui a conduit à la mise en place de l'étalage ayant conduit au renversement de la dictature, tout en soulignant que l'enjeu foncier de ce combat était celui de rapatrier la République. Pour cela, il a posé son explication sur la compréhension de la situation de la RDC à l'époque de la libération avec la France sous l'occupation allemande avec De Gaulle, qui avait pris le chemin de l'exil en Angleterre, emportant avec lui la République, tandis qu'en France, Pétain n'est géré qu'un État. L'actuel vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a ensuite expliqué que la démarche partait du constat de la suspension de la République intervenue depuis le coup d'État de Mobutu en septembre 1960. La libération intervenue le 17 mai 1997 a ainsi consacré le rapatriement de la République. Mzee s'activera alors pour réinstaller cette République en mettant sur pied une commission constitutionnelle chargée de rédiger une nouvelle constitution, mais cette démarche n'aboutira pas suite à son assassinat. Cette œuvre sera alors achevée par son fils Joseph Kabila, qui a véritablement réinstallé la République et la démocratie dans ce pays à travers le référendum de décembre 2005 et la pratique des élections depuis 2006. Célébration de la journée de 17 mai dans les Hauts-Katanga comme à Lualaba. Cette journée a débuté par les cultes d'action des grâces pour les 21 ans de la libération de la dictature de la Deuxième République et pour honorer la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo. À Lualaba, le culte a eu lieu dans l'enceinte du gouvernorat en présence du gouverneur Richard Mouyej Manguesmans et de toutes les notabilités de la province. L'officiant du jour, Monseigneur Barth, a centré son homélie du jour sur l'idéologie et les réalisations du soldat du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila, tout en exhortant l'assistance à la dignité et à se souvenir des œuvres de Mzee en vue de les pérenniser. Le gouverneur Richard Mouyej a quant à lui exhorté la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Il a saisi l'occasion pour doter certains territoires de sa province d'ambulances et 3 jeeps pimpants neufs pour la PNC Lualaba. La fonction publique de Lualaba a quant à elle bénéficié d'un bus. Par ailleurs, à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, le culte a eu lieu dans l'église méthodiste unie, paroisse Jérusalem. Plusieurs personnalités ont assisté, notamment le vice-ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, en mission de service, le gouverneur Célestin Pandeka Popo, ainsi que la veuve de Mzee, Maman Sifa Maïnia. L'officiant du jour, le pasteur Kinda Mathieu, a axé son message sur l'amour du prochain qui doit caractériser les Congolais, en l'instar de Mzee Laurent Désiré Kabila. Le maire de Lubumbashi, Guylain Robert Lobala Boulouma, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, garant de la paix, avant de faire un bref aperçu sur la date du 17 mai 1997. Une prière d'intercession recommandant la RDC entre les mains du Très-Haut a clôturé ce culte. Café des hydrocarbures sur les Congo central, sur le samedi 12 mai 2018, que s'est tenue la 5e édition du Café des hydrocarbures sur les Congo central.
Organisée par le ministère congolais des hydrocarbures, la manifestation a eu lieu à l'hôtel Memling de Kinshasa en présence de la société Perenco, des députés et sénateurs originaires de la province du Congo central. À en croire Emengo Mukena, ministre des hydrocarbures, ce café était au cadre des concertations et d'échanges dans le secteur des hydrocarbures des différentes provinces de la RDC. L'exploitation du pétrole, comme toute exploitation, s'accompagne parfois des difficultés. Il faut que la région où l'on exploite le pétrole, que les gens soient suffisamment informés. Ici, j'ai besoin par exemple des élus du peuple, puisque le pétrole est quand même dans une province. Les élus du peuple ont le rôle de comprendre ce qui se passe réellement, mais en même temps d'expliquer aussi à la population. Notons que cette 5e édition s'est tenue plusieurs mois après le renouvellement du contrat d'exploitation de la société Perenco, mais particulièrement après l'inauguration en février dernier du NOADA, le nouvel appareil de forage offshore. Une occasion pour Perenco d'éclaircir l'opinion sur les avancées enregistrées depuis la mise en marche de cet appareil. Nous sommes le premier producteur, unique producteur en RDC, mais nous sommes également de très loin le premier producteur au Gabon, au Cameroun, et le deuxième producteur chez nos voisins du Congo-Brazzaville. De leur côté, les députés et sénateurs originaires du Congo central ont soulevé plusieurs recommandations et ont demandé à ce qu'elles soient prises en compte pour la protection de l'environnement et les habitants de Mwanda. À 36 jours de la convocation de l'électorat, la CENI a échangé ce vendredi 18 mai à Bunia avec les parties prenantes sur le processus électoral. Au cœur de cette séance de sensibilisation à laquelle ont pris part les autorités provinciales de l'Uturi, Corneille Nangaa a levé l'équivoque sur la machine à voter qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Après la démonstration de l'opération de vote avec cette machine, il en a expliqué les avantages. La machine à voter, a-t-il dit, veut transformer les 3 bulletins de vote de plus de 58 pages chacun, relatifs aux 3 scrutins du 23 décembre en un seul. Son recours n'est pas comparable à un vote électronique qui nécessite des bulletins de vote virtuels, d'autant plus que la CENI va recourir aux bulletins de papier, a-t-il poursuivi. Selon le président de la centrale électorale, la machine à voter n'est qu'une imprimante. Toutes ces explications ont poussé l'assistance à poser des questions quant à ce. Corneille Nangaa a rassuré les uns et les autres de l'organisation des élections le 23 décembre prochain, même dans les territoires de Djougou et avec la machine à voter. Dans le bureau de vote, on trouve les listes électorales, on trouve la paperasse, on trouve les stylos, on trouve des registres, on trouve des ciseaux, on trouve même des calculettes, on trouve en plus de ça, cette fois-ci on a ajouté notre instrument qui est la machine à voter, qui est un instrument qui permettra à chaque électeur d'imprimer son bulletin de vote au niveau des bureaux de vote avant de les déposer d'allure. Nous allons voter avec la machine à voter. La population de Bunia, qui entend s'atteler aux questions de développement après les élections dans un climat de paix, est sortie de son obscurantisme de ce cadre de concertation, comme pour dire, des chocs des idées jaillit la lumière. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, réaffirme sa détermination à l'usage de la machine à voter. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, s'est entretenu ce lundi 14 mai avec les participants du 2e colloque national pour les personnes déracinées en RDC. Cette conférence a été organisée par l'Église du Christ au Congo à Goma sous le thème Impact des situations des urgences sur les élections en République démocratique du Congo. Dans son allocution, Corneille Nangaa a donné la cartographie des urnes selon la projection de la CENI. Il a ensuite présenté les leçons à tirer, notamment celle de quitter la situation d'assister pour devenir autonome pour son développement. En outre, le président de la centrale électorale a présenté les avantages de l'utilisation de la machine à voter aux prochaines échéances électorales. La situation des déracinés et autres déplacés a eu un impact, notamment sur l'opération des RFA. Mais quel que soit le cas, les élections auront bel et bien lieu avec la machine à voter, car cette machine est tout simplement une machine à imprimer les bulletins, a-t-il déclaré. Le président de la CENI a enfin lancé un appel patriotique aux pères évêques réunis à Goma pour qu'ils puissent contribuer à la consolidation de la démocratie en RDC.
Corné Nangaa a également appelé les partis politiques de se préparer au scrutin combiné prévu le 23 décembre prochain, conformément au calendrier de la CENI. À partir de ce mercredi 16 mai, tous les véhicules communément appelés Ketch ou tout autre véhicule sans plaque d'immatriculation avec plaque voilée ou encore plaque non conforme à vitres fumées ou encore teintées pour ceux affectés au transport en commun sont interdits de circulation. L'annonce a été faite hier mardi 15 mai au cours d'une conférence de presse animée par le porte-parole de la police nationale congolaise sur une décision signée par le commissaire général de la PNC, Amoli Baigui Dieudonné, dans la cour de cette institution à Kinshasa. Cela fait suite à la recrudescence de la criminalité dans les grandes villes, particulièrement à Kinshasa. L'enlèvement des citoyens au moyen des véhicules communément appelés Ketch et autres véhicules ont pris de l'ampleur. Pour ce faire, toutes les mesures d'encadrement sont prises pour la réussite de cette opération, a fait savoir Pierrot Mwanamputu, porte-parole de la PNC. La PNC, a-t-il indiqué, va travailler conjointement avec des services de la DGI, DGRAD et de l'OCC qui mettront à la disposition des patrouilleurs des bases de données des différents véhicules. La police sera dotée de missions de contrôle des routines avec les lecteurs code QR qui seront appliqués sur les étiquettes collées sur les véhicules pour lire l'authenticité des véhicules, de la plaque, la couleur, le numéro de châssis et les noms du propriétaire, a expliqué le porte-parole de la PNC. Pendant ce temps, il y aura une campagne de sensibilisation pour éduquer la population à télécharger les codes QR qui est gratuit afin de leur permettre d'identifier si les véhicules est enregistré, a-t-il mentionné. Par ailleurs, le commissaire Mwanamputu a souligné que les récalcitrants s'exposeront à la rigueur de la loi. Avant de marteler, ce ne sont pas seulement les propriétaires de ces véhicules qui sont concernés. Il y a aussi ceux qui seront commis à des missions de patrouille qui ne les feront pas conformément aux directives de la hiérarchie. Libération ce dimanche 13 mai des touristes britanniques et leurs chauffeurs congolais qui ont été enlevés dans les parcs nationaux de Virunga par des personnes non identifiées, a indiqué le ministre britannique Boris Johnson. Pour sa part, Boris Johnson rend hommage aux autorités de la RDC et à l'Institut congolais pour la conservation de la nature. C'est eux pour leur aide inlassable dans cette terrible situation qu'ont connue ses compatriotes. Il salue en même temps la mémoire de Rachel Masika Baraka, gardienne du parc de Virunga, qui a été tué lors de l'enlèvement, mais aussi les conducteurs blessés des Britanniques. Notons que ces touristes ont été victimes la semaine dernière d'une attaque de leur véhicule par des hommes armés qui ont tué une garde congolaise de Virunga, parc naturel situé dans la province du Nord Kivu. 4000 doses du vaccin RVSV Zebov sont arrivées ce mercredi 16 mai 2018 à Kinshasa et elle sera acheminée dans la province de l'Équateur afin d'être administrée par les personnes atteintes par la fièvre hémorragique d'Ebola dans les territoires de Bikoro et d'Iboko. Le Comité national d'éthique de la santé, quant à lui, estime que cela peut être expérimenté sur les êtres humains qu'après avoir franchi toutes les étapes, comme l'explique ici son président, le professeur Félicien Mundaï. Un vaccin peut être expérimenté sur les êtres humains moyennant conditions. Les premières conditions consistent à ce qu'on respecte les différentes phases, passant par les animaux, ensuite par les humains qui ne sont pas malades, après par le grand nombre de personnes qui sont pas toujours malades, et enfin par les malades. Toutes ces phases, nous supposons ont été respectées. Mais à tout instant que ces phases seront été épuisées, on doit passer par les comités d'éthique. Pourquoi passer par les comités d'éthique? Parce qu'on doit demander à la personne humaine qui est un sujet humain, un être de raison, un être qui réfléchit, un être qui a un cœur, qui a un esprit, on doit lui demander par des formulaires de consentement, des documents appropriés, s'il accepte d'entrer dans l'étude. On doit apporter à ce niveau, lui dire quels sont les effets que ces médicaments peuvent avoir, peuvent entraîner. Et comment l'étude a prévu, les combats à mener contre les effets indésirables. Quant à l'hypothèse selon laquelle ce vaccin aurait été expérimenté en Guinée, Félicien Mundaï affirme que son institution n'a pas jusque-là des résultats officiels de cette expérimentation. Nous avons appris par les médias que le vaccin a été expérimenté en Guinée. Nous n'avons pas de façon officielle des résultats sur ces essais. Mais vous constatez
on peut a priori dire qu'on continue encore à expérimenter. Ça signifie qu'en Guinée, on n'a pas eu de résultats satisfaisants. Essai en Guinée, essai en RD Congo. Nous supposons que ces médicaments ont encore un trajet à parcourir. En tout cas, de la Guinée, on n'a pas de résultats favorables à mon avis. Dans sa conclusion, le président du Comité national d'éthique de la santé estime urgent et important que ce protocole passe par son institution qui est une structure de réglementation dans le domaine de la santé en République démocratique du Congo afin de ne pas tomber dans la déshumanisation du peuple congolais sur qui ce vaccin va être expérimenté. Peter Moré, le président du Comité international de la Croix-Rouge, séjourne à Kinshasa depuis le lundi 14 mai 2018. C'est le deuxième personnalité humanitaire internationale à arriver en RDC en moins d'une semaine dans une situation de crise humanitaire due à l'épidémie d'Ebola qui ressurgit à Bikoro dans la province de l'Équateur. Sa visite en République démocratique du Congo se justifie par une série d'entretiens de plus haut niveau avec les autorités congolaises de Kinshasa. Ce, avant de se rendre également dans les provinces du Kasaï, du Tanganyika, du Nord et Sud Kivu, afin de s'enquérir de la situation humanitaire ainsi que du travail de la Croix-Rouge sur le sol congolais. Rappelant aussi que Peter Moré a visité la RDC en avril 2013. Le patron de la Croix-Rouge avait exprimé son indignation face aux souffrances des populations suite aux conflits récurrents dans la ville de Goma. Présent au pays depuis 1978, le Comité international de la Croix-Rouge dispense les soins de santé aux nombreux blessés par armes, facilite l'accès à l'eau et améliore l'assainissement de l'environnement, rassemble les familles séparées par les conflits et incite par ses nombreuses actions de solidarité la promotion du droit international. Journée de sensibilisation contre les hépatites ce vendredi 18 mai 2018. Une journée organisée par l'ONG ASOGEDEC en faveur de personnes vivant avec handicap. L'hépatite est une maladie virale qui tue de manière silencieuse et qui extermine de milliers de personnes à travers le monde. C'est ainsi que les organisateurs de cette campagne de sensibilisation se disent déterminés à mener plusieurs actions pour l'éradication de cette maladie d'ici l'horizon 2030. L'hépatite étant méconnue du grand public, l'ASOGEDEC a par cette journée voulu éveiller la conscience de tous sur le danger de cette maladie. La présidente de cette ONG en donne ici la teneur. Nous avons décidé d'éliminer les hépatites en RDC d'ici 2030. Et la journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui nous donne de la joie, une journée réussie. Cette journée a été demandée par les personnes vivant avec handicap. D'autant plus que cette catégorie est souvent discriminée. Cette catégorie n'a pas d'accès à l'information et c'est pour la raison pour laquelle cette activité a été organisée. C'était avec objectif de les sensibiliser sur la lutte contre les hépatites virales et leur co-infection avec le sida. S'agissant de statistiques au niveau national, un de médecins intervenants a donné ici quelques chiffres. Nous avons voulu montrer l'impact de cette maladie à travers le monde, en RDC et en Afrique. Nous avons démontré que les hépatites constituent un danger mortel par son caractère d'un tueur silencieux. Les statistiques sont énormes. Quelques études faites ont montré des prévalences variant de 4,1 à 19%. L'on retiendra également qu'en RDC, il n'existe aucun programme de lutte contre les hépatites dans leurs différentes formes. Ce programme serait en gestation, a affirmé les représentants du ministère de la Santé publique. Comme l'idée est déjà pour qu'on puisse lancer ce programme-là de lutte contre les hépatites, le projet sera le bienvenu. De leur côté, les personnes vivant avec handicap ont témoigné toute leur satisfaction face à cette activité organisée en leur faveur. Je viens d'apprendre du nouveau, que c'est une maladie qui est en cours et surtout nous ne sommes pas informés. Comme nous sommes maintenant informés, nous allons aller à la base pour que tous les 4 types d'handicap puissent être informés. Signalons que l'hépatite est une maladie virale qui s'attaque aux cellules du foie tout en entraînant l'inflammation de cet organe. Elle peut être contractée concomitamment avec plusieurs autres maladies virales telles que le sida. Il faut cependant noter qu'à ces jours, il existe 2 vaccins contre l'hépatite.
Sauf changement de dernière minute, la ville de Bunia sera dotée dans les jours qui viennent d'un nouveau stade moderne de football. Ces assurances sont du chef des missions de contrôle de travaux de ce stade qui assure que le nouveau planning qu'ils viennent d'actualiser leur permet de finir le travaux au mois d'octobre de l'année en cours. Le nouveau planning qu'on vient d'actualiser nous permet de finir les travaux au mois d'octobre avec le planning. Cette construction, débutée en mai 2017, a atteint aujourd'hui sa phase ultime. Des dalles préfabriquées sont posées sur de poutres, des tribunes, mais aussi sur de ferrages. Selon l'ingénieur, cela est dans le but de conformer aux standards internationaux. FIFA exige assez que lorsqu'on construit un stade, il faut réellement le respecter. C'est comme la visibilité. Il faut nécessairement que le dernier spectateur qui est au niveau de la dernière rangée là-bas, sa ligne, la longueur maximale ne peut pas dépasser 190 mètres. Si vous regardez bien notre conception ici, vous allez vous rendre compte que même si on arrive à le mesurer, c'est moins de 190 mètres pour la visibilité. S'il n'y avait pas la paix à Bunia, il n'y aurait pas de développement. Et c'est là dans aucun secteur. Une paix retrouvée grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, que cet ingénieur n'a pas manqué de remercier. La paix qui règne actuellement ici à Bunia nous permet aussi de continuer avec les travaux et surtout d'arriver aussi à respecter le délai qui a été prévu. Nous félicitons le chef de l'État pour le travail qu'il est en train d'abattre pour faire régner la paix ici dans la ville de Bunia et en général dans la province de l'Ituri et puis aussi dans notre pays. Rappelons que ces travaux ont coûté la somme de 10 millions de dollars américains. Ce nouveau temple du football de Bunia dans la province de l'Ituri sera inscrit sur la liste des installations sportives modernes que compte actuellement la République démocratique du Congo. Place à présent au rappel de titre. Nouvelle nomination sur ordonnance présidentielle. Le président de la République Joseph Kabila Kabange a nommé à la Cour constitutionnelle, à la Banque centrale du Congo et en diplomatie. Norbert Nkuluki Lombo, Jean Ubulumpungu et François Bokonawimpa sont nommés membres de la Cour constitutionnelle. Cependant, à la Banque centrale du Congo, Deokrasias Monaniembo et Jules Bondombe Assongo ont été reconduits au poste de gouverneur et vice-gouverneur de la plus haute institution financière du pays. Didier Kazadi Niembwe et Fidel Kaseka Sambati sont nommés respectivement ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la RDC en Angola et en Italie. Et puis en marge de la célébration du 17 mai, plusieurs activités ont été organisées sur toute l'étendue de la République. À Kinshasa, l'on a assisté au dépôt des gerbes de fleurs au mémorial du soldat congolais et s'en est suivi de la marche des FARDC. Enfin, plus de 4000 doses du vaccin RV-SV-Zebov sont arrivées depuis mercredi 16 mai 2018 à Kinshasa pour être acheminées dans la province d'Équateur afin d'être administrées sur des personnes atteintes par la fièvre hémorragique d'Ebola dans les territoires d'Iboko et des Bikoro. Par ailleurs, le Comité national d'éthique de la santé conteste l'expérimentation de ce vaccin dans la mesure où il n'a pas été attesté par le dit comité. Ainsi s'achève cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.